Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du lundi 12 juillet 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés. Pour un point complet, on attaque quand même une semaine assez riche en données économiques, que ce soit d'un point de vue macro ou micro. Mais avant ça, on a quand même eu Wall Street qui a clôturé la semaine dernière sur des niveaux records, portés notamment par les valeurs financières. Donc, les valeurs bancaires ont soutenu les indices américains. Après un mouvement de repli provoqué par les incertitudes liées à la croissance en début de semaine dernière, on a eu aussi une forte hausse des bons du Trésor américain sur fond de crainte que la reprise de l'économie américaine s'essouffle avec, comme vous le savez, eh bien, la propagation dans le pays du variant Delta, hautement contagieux. Néanmoins, maintenant, l'attention des investisseurs est désormais tournée vers les résultats des banques qui ouvriront eh bien, la saison des résultats cette semaine. Les analystes s'attendent donc à une croissance des bénéfices d'environ 66% pour les entreprises de l'indice S&P 500 au cours du trimestre, contre une prévision précédente de 54% au début de la période. Quand même des résultats qui devraient être très encourageants pour les entreprises à venir cette semaine et aussi la semaine prochaine. Ce matin, en Europe, on ouvre quand même en baisse dans les premiers échanges face, encore une fois, aux incertitudes sur la reprise, alors que cette semaine se profile de multiples indicateurs majeurs et aussi les premiers résultats d'entreprises américaines. De ce fait, les investisseurs limitent les prises de risque et gardent en tête la menace que le variant Delta fait planer un peu sur la reprise économique actuellement en Europe et outre-Atlantique. Par ailleurs, les ministres des Finances du G20 réunis à Venise en fin de semaine dernière ont aussi alerté sur les risques d'un ralentissement de la reprise, encore plus du fait de la faible vaccination dans de nombreux pays. On a eu le secrétaire au Trésor qui a déclaré que les États-Unis étaient quand même très inquiets à propos du Delta et des autres variants qui pourraient forcément un peu pénaliser cette reprise mondiale. Comme je vous le disais, les investisseurs scruteront aussi divers indicateurs, dont l'évolution des prix à la consommation aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, alors que les craintes inflationnistes ont quand même hanté les esprits ces derniers temps, en dépit des messages se voulant toujours rassurants des banquiers centraux sur une inflation transitoire et non permanente. Donc maintenant, tous les regards seront tournés vers les chiffres concernant l'évolution des prix pour valider ou pas ce scénario. Et pour terminer, les marchés vont aussi digérer quand même les conclusions du G20 au cours duquel les ministres des Finances ont quand même approuvé la réforme de la taxation des multinationales qui vise à mettre fin aux paradis fiscaux, ouvrant ainsi la voie à un Big Bang fiscal qui devrait voir le jour en 2023. Côté macro, ici, nous avons le calendrier des entreprises US qui vont publier donc leurs résultats cette semaine. Donc très clairement, ce sera les valeurs bancaires qui vont ouvrir le bal. Notamment au sein du Dow Jones, on a JP Morgan, Goldman Sachs. Derrière, donc ce lundi, on n'a absolument rien. Ce sera à partir de demain. Donc les grosses capitalisations, ça reste quand même JP Morgan, Goldman Sachs. BlackRock, mais bon, pas aussi importante que les deux précédentes, Bank of America, Citi, Wells Fargo, et en fin de semaine, ce sera un peu plus calme. Si on a quand même Morgan Stanley, mais vendredi, une journée plutôt calme d'un point de vue des résultats. Donc, des bancaires qui vont ouvrir le bal cette semaine. On va commencer doucement la semaine avec quelques publications d'entreprises et ça devrait commencer à s'enrichir, j'ai envie de dire, à partir de la semaine prochaine, notamment
avec la publication des valeurs technologiques, donc les grosses tech. Faisons le point justement sur un peu la grosse Bertha, qu'on appelle aussi les Fangman, Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon et Nvidia. Et encore une fois, force est de constater que les techs reviennent à la mode en tant que refuge contre un potentiel ralentissement de la reprise économique. Et on a quasiment atteint les 10 000 milliards de dollars de capitalisation. Donc, un nouveau record. On a eu une grosse accélération du Nasdaq maintenant depuis le début du mois de juin. On est quand même passé de 8,5 milliards à quasiment 10 000 milliards. Si on fait un peu, on prend du recul et qu'on regarde depuis la crise du Covid, ces valeurs en fait ont quasiment doublé. Hein, on a même plus que doublé, on était quasiment avant la crise à 6 000 milliards. On a chuté environ à 4,5 et aujourd'hui, on se retrouve sur des nouveaux plus hauts historiques, 10 000 milliards de capitalisation pour seulement 7 sociétés qui composent le Nasdaq, mais qui tirent surtout, d'où mon avertissement dans les précédentes émissions en vous expliquant que on avait un peu un effet trompe-l'œil avec ces sociétés, puisqu'elles ont une telle pondération au sein du S&P 500, à savoir environ 21 ou 24%. Sur le Nasdaq, on est même sur le Nasdaq 100 aux alentours de 40%, que finalement, c'est elles qui tirent la hausse, qui tirent l'indice à la hausse, que ce soit sur le Nasdaq 100 ou le S&P 500, qui est quand même censé refléter à la base 500 sociétés. Donc, à partir de la semaine prochaine, on devrait avoir les résultats des Fangman. On a quand même des valorisations assez élevées, mais ce qui est rare et cher, et actuellement, elles n'ont jamais déçu, en tout cas les investisseurs au cours des précédents mois depuis la crise du Covid. De ce fait, eh bien, cela s'explique par une très forte valorisation des valeurs technologiques. C'est vrai que si vous êtes des investisseurs à moyen long terme, actuellement, c'est un peu compliqué, j'ai envie de dire, de se positionner sur toutes ces valeurs qui sont sur des niveaux quand même assez haut perchés. Toutefois, ce graphique nous montre une divergence qu'on a actuellement sur les techs aux États-Unis face aux techs en Chine. Comme vous le savez, les investisseurs se sont montrés un peu plus prudents face à la répression chinoise contre ces géants de la technologie, notamment avec Alibaba. Du coup, on a eu pas mal de retraits sur le titre Alibaba, pas mal de valeurs aussi, enfin des flux sortants sur les valeurs de la tech chinoise. Ça avait commencé notamment avec Alibaba, où le PDG Jack Ma avait été disparu depuis maintenant quelques mois. On n'avait pas beaucoup de news, donc forcément, les marchés détestent les incertitudes, et quand il y a trop d'incertitudes, eh bien, les investisseurs préfèrent retirer leurs billes. Néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est la divergence qu'on a actuellement entre ces valeurs chinoises et américaines. Comme je vous le disais, les valeurs américaines, elles, sont sur des niveaux records historiques. Elles se payent assez cher, alors que les valeurs chinoises, peut-être qu'il y a une opportunité justement à saisir sur ces valeurs. Vous voyez qu'à chaque fois, on a quand même un rattrapage. Quand c'est les valeurs chinoises qui ont de l'avance, finalement, hop, les techs reprennent le dessus. En début d'année, c'était une nouvelle fois, là c'est les techs américaines. En début d'année, c'était une nouvelle fois les valeurs chinoises qui avaient de l'avance. Derrière, rattrapage des valeurs américaines. Et je pense que malgré la répression chinoise contre ces valeurs technologiques, on est quand même sur des sociétés qui ont des perspectives d'avenir assez solides, des bénéfices à venir plutôt monstrueux, j'ai envie de dire, notamment pour Alibaba. Donc, ça pourrait être, en tout cas, je pense,
peut-être une opportunité à saisir sur ces valeurs qui ont été quelque peu délaissées par le marché et qui pourraient être intéressantes. En tout cas, quand on compare les niveaux de valorisation actuels entre les techs et Baidu, Alibaba et Tencent, eh bien, force est de constater qu'elles sont quand même sur des niveaux plus attractifs, en tout cas. Donc, je pense que malgré le bruit autour de la répression chinoise, on a quand même des valeurs qui pourraient tirer leur épingle du jeu et retrouver le chemin de la hausse dans les semaines, voire les mois à venir, car on reste quand même sur des valeurs assez solides. Faisons le point maintenant dans la partie graphique, en commençant par notre indice national, le CAC 40. Alors, concernant le CAC, où en sommes-nous? Bon, en léger repli ce matin, pas d'inquiétude majeure, néanmoins, on est toujours dans notre canal baissier. Alors, on va passer en données hebdomadaires pour voir un peu la tête de la bougie. Bon, on a quand même eu une belle remontada en fin de semaine dernière. On a préservé le niveau des 6400 points. Comme vous pouvez le voir, la Tenkan finalement n'a pas été enfoncée en clôture de bougie. Là, si on trace une droite sur notre RSI, finalement, on a fait une incursion, mais ça a plutôt tenu. Donc, une dynamique haussière toujours bien en place, plutôt un mouvement de repli sur les marchés dans l'attente d'un prochain catalyseur qui devrait être les résultats des entreprises à venir. En données journalières, on est un peu toujours dans ce canal baissier, ce fameux drapeau. J'ai bien aimé la cassure Tenkan Kijun, ici, qui est quand même assez propre, qui généralement est un setup poursuite de la hausse, de continuation de tendance. Néanmoins, ce qui me dérange dans ce setup, c'est qu'on n'a pas eu une cassure Tenkan Kijun avec une Tenkan à plat, mais une Tenkan qui s'est orientée à la baisse juste après. Donc ça, c'est un peu dommage. Généralement, je préfère qu'on ait un setup comme ici, avec une cassure Tenkan Kijun, et tout se met à plat, ou bien Kijun fusionne avec la Tenkan. Là, c'est dommage qu'on ait eu en tout cas cette Tenkan orientée à la baisse. Mais plus de peur que de mal, finalement, jeudi, belle structure haussière avec quand même une MM50 qui vient toujours soutenir les prix. Bon, en tout cas, je ne passe pas baissier maintenant sur le CAC 40. J'estime qu'on avait plutôt une phase de repli, de stabilisation, on va dire, dans l'attente d'un prochain catalyseur. Le pivot clé reste, selon moi, le niveau des 6400 points. Des achats peuvent quand même s'opérer sur ces niveaux de prix. Dans le doute, avec un stop loss juste en dessous, si certains ont quand même pris ce setup de cassure Tenkan Kijun. Les traders les plus prudents attendront bien évidemment la sortie de ce canal drapeau pour se positionner à l'achat et viser les 6600, 6700 et par la suite, une nouvelle fois, venir chercher la borne haute de ce canal haussier en place depuis maintenant quasiment un an. En données 4 heures, bon, pas plus d'éléments que ça, je trouve. J'attends maintenant de voir un peu la réaction des prix dans les jours à venir. Bien entendu, comme je vous le disais, la cassure Tenkan Kijun est valide, mais un peu incomplète à cause de l'orientation de la Tenkan à la baisse. Toutefois, c'est quand même un signal technique haussier, validé partiellement, mais quand même valide. Et les acheteurs, pour l'instant, restent quand même très présents. Ça reste solide sur les indices. On a eu voilà, une baisse, mais bon, tant qu'on a des gros niveaux qui sont préservés comme les 6400 points, difficile d'avoir un mouvement swing baissier plus conséquent. De ce fait, maintenant, j'ai envie de dire pas balle au centre parce que on a quand même eu une belle reprise des acheteurs sur des niveaux clés, mais je
voilà, presque envie de dire qu'on pourrait avoir un biais haussier, une sortie par le haut de ce canal, surtout si à partir de la semaine prochaine, donc là on a quand même eu Atos ce matin qui a publié ses résultats. Bon, Atos ne représente pas non plus une forte pondération au sein de l'indice CAC 40, mais mon attention va se tourner surtout sur les valeurs bancaires et notamment sur le luxe. Donc, si les bancaires publient des bons résultats aux États-Unis cette semaine, forcément, par anticipation, les marchés pourraient anticiper les résultats des valeurs bancaires en France. Et donc, si tout cela se confirme, eh bien, sortir par le haut de ce drapeau canal et aller reconquérir les différents niveaux de résistance à 6600, 6700 et par la suite la borne haute de ce fameux canal haussier aux alentours de 6800 points environ. Concernant le DAX, on est toujours dans un range. Encore une fois, pareil, un indice assez solide, mais grosse phase de stabilisation dans un range. On va quand même passer sur les futurs juste après. On est toujours un peu bloqué par cette oblique haussière, du moins ce haut de canal en données mensuelles. Donc forcément un gros niveau clé toujours à passer qui empêche le marché véritablement d'accélérer sur direction de nouveaux records. En données daily, on a un beau range toujours. La stratégie, elle, n'a pas changé depuis la semaine dernière finalement. Hein. On est toujours sur un travail de trading range, de ping-pong, si vous voulez, un peu entre les deux bornes, vente sur la borne haute, achat sur la borne basse, et pour moi, dégradation de la dynamique haussière si on enfonce les 15 300 points. Mais pour l'heure, ça reste solide, on est dans un gros range, on va quand même passer sur les futurs car je trouve que la dynamique des prix, en tout cas, est plus propre, on a plus d'indications que sur le cash. Mini DAX, voilà. Beau range ici, toujours en place. Et en données 4 heures, on affine tout ça et on se rend compte, voilà, de où est-ce qu'on se situe. On va enlever l'Ishimoku caché. Parfait. Donc, depuis maintenant quasiment 3 semaines, voilà le range à travailler sur DAX avec des niveaux clés intermédiaires, des positions vendeuses, en tout cas j'estime à prendre soit sur ce niveau de résistance, soit au-dessus avec notre borne haute des canals mensuels qui vient coiffer les prix. Donc ici, ce sont des niveaux de résistance à mettre à profit pour tenter une stratégie vendeuse, que ce soit en intraday quand même, prendre quelques points vite protégés et espérer qu'on enfonce les différents niveaux derrière de support. Mais voilà où vous devez en tout cas intervenir sur le DAX. On a 4 niveaux clés, 15 300, 15 285, un niveau de support intermédiaire vers 15 460, 15 450, deuxième niveau de résistance ici, maintenant qui fait office de résistance, mais qui était un niveau de support vers les 15 650, 15 640, et en cas d'excès au-dessus de l'oblique, toujours 15 730, 15 750. Pour moi, c'est les niveaux où les traders doivent se positionner pour essayer d'enclencher des plans soit acheteurs, soit vendeurs, en fonction de où on se situe, pour essayer d'aller quand même prendre quelques points au marché. Le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est assez propre aussi, techniquement. J'attends une confirmation avec l'Open à 15h30 cet après-midi, étant donné que je suis un peu tiraillé entre différents niveaux, car sur le cash, je constate quand même qu'on a eu une belle bougie plus impulsive et directionnelle qui est venue casser, vous voyez ici, la borne haute de ce range à 34 800 points.
de ce fait, tout porte à croire que le marché va poursuivre son ascension et accélérer une nouvelle fois pour inscrire de nouveaux records. Ça reste haussier pour l'instant. On a comme eu une belle bougie qui a cassé un gros niveau qu'on travaillait maintenant depuis quasiment 2 mois, depuis le mois de mai. Phase de stabilisation, consolidation, sortie par le haut, résultats à venir à partir de demain notamment. Donc, si les résultats sont bons et que les bancaires ne déçoivent pas, je ne vois pas ce qui empêcherait le marché de poursuivre sa course haussière, en tout cas vers de nouveaux records. Donc, pour ma part, je reste haussier sur le Dow Jones. Là, on a même eu un breakout. Donc, signal technique, poursuite de la dynamique haussière. J'attends maintenant l'ouverture à 15h30 pour confirmer ou non ce breakout qu'on a eu en fin de semaine. Car si je vais sur les futurs, ce qui me dérange un peu plus sur les futurs, c'est qu'on est sous la résistance encore. Mini Dow Jones. Voilà. Sur les futurs, on est quand même dans le rouge actuellement. Et voilà, on est maintenu en échec sur la borne haute. Donc voilà, pas de précipitation. Attendons de voir comment le marché va un peu entamer ce début de semaine. Mais sur les futurs, ça me bloque un peu pour valider le scénario qu'on a eu vendredi à la clôture avec un breakout des anciens plus hauts. Car pour l'heure, on risque d'ouvrir avec un gap baissier sous la résistance, sous les 34 800 sur le cash et risque de bull trap. Donc voilà pourquoi on ne va pas se précipiter. On pourrait très bien aussi avoir de nouveau un range qui va se former en données 4 heures ici et avoir un travail des prix entre la borne haute du range et le milieu de range. Pour ma part, le signal technique haussier sera validé avec une cassure des anciens plus hauts. Donc, si on casse les anciens plus hauts, eh bien, on se positionnera à l'achat pour viser une nouvelle jambe de hausse, une nouvelle impulsion en direction des 35 500 pour essayer de prendre un mouvement en swing. Dans le cas contraire, on essaiera de nouveau de se positionner si on a bien une nouvelle rotation complète des prix à l'intérieur de ce range en données 4 heures. Eh bien, le prochain niveau pour moi à surveiller en intraday et en swing, ça reste le milieu de range à 34 100 points. Côté Forex maintenant, assez mou, pour ne rien vous cacher. On manque d'opportunités sur le Forex. Je n'ai pas de plan à vous proposer, très clairement. L'euro-dollar, je l'attends encore une fois toujours sur la borne basse de son range, car j'estime qu'on est dans un range hebdomadaire. Ici, on a quand même une belle zone, voilà, une belle zone de polarité, aux alentours toujours des 1,1750, 1,1720, 1,1710. On a quand même pas mal de mèches et de clôtures de bougies qui ont travaillé ce niveau. Donc, pour moi, toujours un peu cette perspective de me dire qu'on est dans une phase de gros range sur l'euro-dollar. De toute manière, tant qu'on est sous le niveau des 1,1875, difficile de parler de reprise haussière sur cet actif. En données journalières, alors oui, on avait une légère divergence haussière sur RSI, mais pas très convaincante, étant donné qu'on restait quand même sous une résistance et que à court terme, on est sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc, encore une fois, selon la théorie de Dow, on est dans un flux baissier. Malgré l'avalement et la divergence haussière en données journalières qu'on a eu en fin de semaine dernière, je me montre prudent car
Comme je vous le disais, on est sur une résistance ici à un 18,75, donc aucun intérêt d'acheter sous résistance, soit on attend la cassure, voilà, on attend tout simplement la cassure, mais on ne se positionne pas à l'achat sous une résistance. Et j'aimerais quand même, en tout cas ça reste mon scénario pour l'heure, c'est une dernière jambe de baisse pour venir chercher la borne de base du range hebdomadaire. Borne basse du range et venir chercher cette fameuse zone et commencer à chercher des achats ici. Par contre, voilà la zone qui m'intéresse sur l'euro-dollar à l'achat. Certes, si on break l'indice 18,75, eh bien potentiellement une reprise haussière, donc il faudra de nouveau chercher des achats. Mais pour l'heure, face à cette sortie de canal baissier, ce beau pullback, ce range hebdomadaire qu'on a identifié, je m'attends donc à une rotation complète des prix vers la bande basse. Et pour moi, la zone de prix qui m'intéresse à l'achat pour jouer derrière un beau rebond, c'est les 1,1750, pourquoi pas sur Excel et 1,1710. En données 4 heures, bon, ça reste baissier, hein. De toute façon, on le voit très bien, des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Et là, on travaille une zone en train de former de nouveau un range. Et là, en données 4 heures, on est en train de faire un bel avalement baissier. Voilà pourquoi j'ai un peu du mal avec la hausse à venir sur cette paire. Peut-être que certains chercheront même à revendre sur résistance ici si on valide bien l'avalement baissier pour aller chercher la borne basse, le niveau clé qui m'intéresse. Trade risqué, mais en soi qui est au sein d'une tendance baissière. Et les autres, au contraire, attendront que le marché finisse, si le plan se valide, sa dernière vague de baisse pour se positionner sur ce niveau clé. Le GBP USD, pas grand chose à dire sur cette paire en fait. Le plan est toujours le même, il n'a pas changé. Pour moi, on est aussi dans un range, comme sur beaucoup de paires. Donc, on a quand même eu une belle bougie flux vendredi, mais j'aimerais bien que les prix arrivent sur ce niveau pour vous proposer une stratégie à l'achat sur la borne basse du range, maintenant qui est en place depuis pas mal de temps. Là, bien entendu, on avait quand même un support intermédiaire sur les 1,38, mais je préférerais que le marché vienne sur des niveaux clés pour offrir des bons ratios, car là, c'est déjà trop tard limite pour se positionner. On est déjà sur le milieu de range, donc très mauvais ratio. En données 4 heures, on est en train de former un range dans un range finalement. Voilà ce qu'on a, et ce que je vois actuellement sur cette paire. C'est ce micro-range en données 4 heures. Effectivement, si on en sort par le haut, ça pourrait valider potentiellement un double creux. Donc si on break les 1,19, les 1,39, 1,39,15, opportunité de se positionner à l'achat avec potentiellement un double creux en perspective. En revanche, pour l'instant, c'est plutôt défendu par les vendeurs. Si on accélère en direction de la borne basse, et bien derrière, c'est de viser mon fameux niveau et d'attendre que le marché réagisse sur ce niveau pour jouer le rebond technique encore une fois sur les 1,38. Voilà un peu ce que j'observe actuellement sur le GBP USD. Soit on va partir un peu sur un double creux et on a une opportunité à l'achat, soit on laisse faire le marché encore une fois et on attend une opportunité pour se positionner à l'achat sur les 1,3680. Le NZD USD, c'est exactement la même chose. On est toujours dans un range. Finalement, ça cale. Ici, ce qui m'intéresse, moi, c'est la zone de polarité, comme toujours.
On a une belle zone de polarité, on est en train d'enfoncer la MM50, mais ici, on est quand même sur un gros niveau, 0,60, 0,60, 30. Et je pense que si on enfonce cette zone, on devrait logiquement avoir une belle accélération baissière pour venir chercher le prochain niveau, les 0,6780. Donc là, c'est le plan que j'ai sur cette paire. On a déjà break un beau niveau de support ici, ça reste soutenu par la MM50, il manque pas grand chose, mais c'est le niveau que je vise en tout cas sur cette paire. Si on affine maintenant données journalières, effectivement on est toujours dans un range. Encore une fois, ici on a un beau range daily qui s'est matérialisé, mais on a du mal à reprendre de la hauteur sur la borne basse. Si on affine en données 4 heures, on se rend compte que voilà, là on a un beau range. Juste ici. Beau range en données 4 heures. Pour l'instant, on est venu chercher le milieu du range. Finalement, on a une rotation partielle. Donc, encore une fois, essayer de travailler la borne basse. On peut très bien faire un double creux sur la borne basse et repartir à la hausse. Il ne faut pas non plus exclure ce scénario. Donc, soit on surveille des chandeliers de retournement à l'approche de la borne basse pour se positionner une nouvelle fois à l'achat avec un stop loss sous les plus bas, donc sous le plus bas de la mèche qu'on a juste ici. À l'inverse, si pas d'éléments nous indiquant un retournement à venir, au contraire, une bougie flux qui vient un peu enfoncer, qui vient, voilà, on a une incursion vraiment sous ce niveau, et bien se positionner à la vente avec un stop loss juste au-dessus et laisser faire le marché pour aller chercher le prochain niveau qui selon moi se situe à 0,6780. Pour terminer le Forex, je reste quand même sur ce plan haussier sur l'euro CHF. Je l'évoquais déjà la semaine dernière, mais pour moi, je garde un biais haussier sur cette paire, tout simplement car on est sur un gros niveau technique, une zone de polarité, encore une fois. On a quand même un très beau niveau juste ici. Voilà, on est pile poil dessus. Pour moi, zone de polarité, on est venu tester ici, 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 et une nouvelle fois ici. Face à un tel niveau, j'ai du mal à être vendeur et enfin, tant qu'on est au-dessus de ce niveau, je ne passe pas vendeur. Pour moi, c'est une zone mensuelle. À la base, c'est même une zone mensuelle. On la voit mieux en hebdomadaire, mais c'est voilà, c'est un seuil clé de marché. De ce fait, tant qu'on n'a pas une incursion sous ce niveau, moi, c'est un niveau à mettre à profit pour les acheteurs. Donc maintenant qu'on a identifié cette zone en données hebdomadaires, si on affine encore une fois en données journalières, voilà, le marché ne s'est pas arrêté n'importe où. On avait aussi ce canal baissier qui est en place depuis le mois de mars. Et suite à la cassure de l'oblique haussière, voilà, grosse accélération, on est venu taper, vous voyez, cette belle zone de prix. Et tant qu'on est au-dessus de cette zone, pour moi, je ne passe pas vendeur. Bien entendu, si on enfonce cette zone, bah oui, là, ce sera une grosse dégringolade, je pense, en direction des 1,0780 et 1,0720. Mais après une belle accélération baissière sur une belle zone hebdomadaire, voire mensuelle, pour moi, il y a toujours un rebond à jouer sur cette paire, en direction des 1,0870 et surtout reprendre de la hauteur un peu plus haut. Pourquoi pas pour aller chercher la borne haute du canal. Et derrière, j'ai bien aimé aussi l'avalement aussi en 4 heures. Je l'évoquais vendredi, en vous disant, tiens, on a quand même une belle bougie flux qui s'est formée ici. Pour l'instant, en tout cas, ça s'est matérialisé par un creux de marché, ça tient. Je verrais bien une reprise haussière de l'euro CHF. On a quand même eu une très très belle bougie ici, un beau flux haussier qui s'est
s'est matérialisé sur ce double niveau de support, borne basse du canal et zone hebdomadaire. Alors face à ça, voilà pourquoi je ne passe pas baissier sur cette paire en tout cas. Et que je m'attends même à un rebond en direction des 1,0870, mais même un peu plus haut, pourquoi pas venir pullbacker dans un premier temps notre fameuse oblique haussière. MM200 et voilà, venir pullbacker cette oblique, mais trop tôt pour passer vendeur sur cette paire. Voilà mon sentiment sur l'euro CHF. Maintenant, passons au gold. Alors, plutôt encourageant sur le métal jaune, étant donné qu'on a quand même eu une clôture au-dessus de la résistance 1790-1800. Donc maintenant c'est devenu une zone de support, mais ici on avait quand même un gros niveau, un gros morceau à passer, les sommets de 2011 et 2012, donc une zone autour de 1790-1800 $. En parallèle, on est quand même venu casser la Kijun. Bon, c'est un bon point, on évolue au-dessus de la zone, toujours. Une perspective de reprise haussière est en train de se mettre en place, en tout cas, sur le métal jaune. Ça reste bien entendu haussier à long terme. Et maintenant, si on affine un peu en données journalières, pour moi, je garde un objectif ici. On a quand même pas mal d'éléments techniques qui convergent, Kijun, MM50, MM200, même en données hebdomadaires. Donc ici, pour moi, c'est un premier TP, c'est la zone des 1830. Et derrière, la zone des 1850. Et finalement, en données 4 heures, on va surveiller la sortie du range. Ici, c'est le fanion qui finalement a dysfonctionné. Mais derrière, on a un joli range de consolidation qui pourrait donner le tempo pour la suite, étant donné, voilà. Voilà le range sur le gold. Alors après une reprise haussière, phase de consolidation, essayez pourquoi pas de se positionner une nouvelle fois sur la borne basse de ce range, vous voyez, aux alentours des 1795-1800, avec la même 50 qui vient remonter ici pour soutenir les prix, avec un stop loss juste en dessous de la zone, pour viser la borne haute, et ensuite le fameux niveau des 1830. Et derrière, quand même garder un reliquat pour viser 1850 et plus, si vraiment on enfonce ce niveau et qu'on accélère pour aller chercher les prochains niveaux de résistance. Mais voilà le plan que j'ai sur le gold, toujours haussier. En tout cas, j'ai le sentiment qu'on est en train d'amorcer une reprise haussière. On a quand même franchi un gros morceau, la zone des 1700, 1790, 1800. Consolidation en données 4 heures dans un range. Donc encore une fois, chercher à mettre à profit la borne basse ou la borne haute. Et derrière, essayer de tenir le plus longtemps possible ce trade, surtout si finalement la reprise haussière se confirme, qu'on parvient à reconquérir les différents niveaux, les 1930 et les 1850, car dans ce cas, eh bien, on pourrait avoir une nouvelle jambe de hausse plus conséquente dans les semaines à venir. Le Brent. Le Brent, en données hebdomadaires, on a clôturé avec un doji, bon, ce qui montre de l'hésitation de la part du marché. Je surveille toujours la fameuse divergence baissière hebdomadaire qu'on est en train de former sur un niveau clé, mais elle n'est pas validée.
Donc là, ça cale quand même, le pétrole est en train de caler sur cette oblique haussière, toujours. On avait quand même eu un bel avalement baissier la semaine dernière qui a quand même donné quelques dollars à la baisse. Mais pour l'instant, on se stabilise. On a quand même un marché qui reste, j'ai pas envie de dire fragilisé, mais qui commence à s'essouffler, très clairement. On a pas mal de bougies d'indécision depuis maintenant 1 ou 2 semaines. Ici aussi, la semaine dernière, là, de nouveau un doji. On est sur une oblique de très long terme, en place depuis maintenant 2008. Donc forcément, après une telle hausse et un tel rallye haussier, eh bien la hausse me semble tout simplement limitée et que les vendeurs pourraient se manifester maintenant sur ces niveaux pour entamer un repli. Si on affine en données journalières, voilà, l'avalement baissier a plutôt bien fonctionné, a donné un repli de quelques dollars sur le niveau de support des 72,45. Bon, pour l'heure, plutôt neutre, je reste quand même pas baissier, mais j'ai du mal avec la hausse. J'estime que le mouvement haussier, enfin, le plus gros de la hausse a été fait en fait. Que maintenant, j'ai beaucoup d'éléments baissiers qui sont en train de se former, que ce soit l'avalement baissier qu'on a eu, la divergence journalière qui a été validée, l'oblique haussière. Et donc, encore une fois, en fait, finalement, tant qu'on est sous l'oblique, difficile de passer acheteur. Bien au contraire, il faudrait même plutôt chercher des ventes. Le sentiment qu'on est aussi peut-être dans un range, comme ici, que on rebondit sur les 50% de la baisse qu'on a effectuée la semaine dernière. Et que tant qu'on est sous ce niveau, difficile de repasser à l'achat. Bon, on a fait les 61,8. On a fait les 61,8, donc grosse accélération baissière, on remonte sur les 61,8. On a l'oblique haussière juste au-dessus de la tête. L'avalement baissier en soi n'est pas invalidé, hein, donc on n'a pas une clôture. Bien entendu, si on fait une clôture cette semaine au-dessus de l'oblique et au-dessus de l'avalement baissier, bah forcément, ça repasse haussier. Et donc, avec des nouveaux objectifs, pourquoi pas aller chercher même les 80 $. Mais pour le moment, pour moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on a un marché qui commence à s'essouffler, qui pourrait manquer même de carburant pour la suite, et donc avoir une phase de stabilisation et de trading range. Ainsi, je verrais bien un retour sur les 72,45 pour de nouveau venir chercher la même 50. Et si, et seulement si, on a une incursion sous ce niveau et sous la même 50, dans ce cas-là, on validerait la divergence baissière hebdomadaire, et là, on devrait avoir une correction plus importante à venir sur le pétrole. Voilà comment je vois les choses actuellement, mais plutôt baissier quand même sur le pétrole. Pour moi, le plus gros de la hausse a été fait. On a trop de niveaux techniques au-dessus de la tête, des patterns de retournement. Donc maintenant, je me montre un peu plus méfiant sur le Brent. Et même sur le light, hein, si on voit sur le light, c'est exactement la même chose. Sur le WTI, la zone mensuelle que je vous expliquais, la semaine dernière, en tout cas, cette fameuse zone, on voit très bien ici qu'elle joue un rôle majeur sur la structure des prix. Et donc, encore une fois, la hausse me semble limitée sur le marché pétrolier. On est à l'approche de niveaux clés, une zone mensuelle sur le light, sur le WTI, une oblique baissière sur le Brent. Face à tant d'éléments techniques, pour moi, il est plutôt légitime et envisageable maintenant d'avoir soit une phase corrective, soit une phase de stabilisation de range sur le secteur pétrolier. Et encore une fois, si on affine en données
journalière, même constat, on a eu l'avalement baissier. Là, on reprend les 50%. Plutôt le sentiment en fait que c'est un rebond technique. Là, on a fait quoi? Pareil, on a pris les 61,8. On rebond sur les 61,8. De nouveau, ça plus baissier. Peut-être une correction en ABC. Voilà un scénario intéressant qui pourrait se mettre en place. Correction A, B et vague C pour venir prendre appui sur la MM50 et les 68,50. Voilà un peu le plan, mon scénario ou range. Voilà. Range à venir, grosse phase de stabilisation ou A, B, C, et on valide aussi la divergence hebdomadaire sur RSI. Et scénario haussier uniquement si on casse les anciens plus hauts. Si on break cette zone de polarité et 77,50, alors là, oui, je repasserai haussier sur le pétrole avec un stop loss juste en dessous pour aller chercher de nouveaux plus hauts annuels. Mais pour l'heure, j'estime en tout cas que les vendeurs sont en train de mettre une grosse pression sur ces niveaux et que pour l'instant, les acheteurs se montrent un peu fébriles. Pour terminer, le Bitcoin. Bon, c'est léthargique, hein, on ne va pas se mentir. Il se passe absolument rien. On est dans un range, mais un range qui a de plus en plus de mal à effectuer des rotations complètes. Et là, depuis maintenant fin juin, baisse de la volatilité. Pour un actif qui est censé être volatile, on se rend bien compte qu'on a des bougies un peu pas très convaincantes, on va dire, que ce soit la hausse ou la baisse. J'attends toujours les niveaux clés pour me positionner sur le BTC, à savoir la MM50. Bien entendu, pour moi, je ne change pas mon fusil d'épaule et je pars du principe qu'on va avoir une reprise en U sur cet actif. On n'est toujours pas dans un bear market. Ça reste haussier. Tant qu'on n'enfonce pas les 30 000 et la MM50 en clôture hebdomadaire, pour moi, on est juste dans une pause au sein d'une tendance haussière. En aucun cas, on est dans un marché baissier. Maintenant qu'on sait ça, il faut se positionner encore une fois sur les niveaux clés. Donc soit on fait un excès baissier en direction des 30 000, soit au plus bas sur la MM50. De nouveau aller chercher la MM50, mais ça me paraît compliqué actuellement sur le BTC. Il ne se passe pas grand-chose. L'autre élément que je surveille, bien évidemment, c'est la cassure de la MM50 qui pourrait donner un peu un nouveau souffle pour aller chercher les 40 800. Mais sinon, passez votre chemin. Vous mettez des alertes sur votre graphique. À la limite, vous mettez des alertes sur le niveau des 30 000 $ ou le niveau de la MM50 hebdo vers les 31 400. Là, la sortie de triangle, finalement, elle n'est pas très convaincante. 4 heures, ça casse, on n'arrive même pas à aller chercher le niveau. Bon, on a quand même un flux vendeur, on a quand même des acheteurs qui défendent ces niveaux, mais dans l'attente d'un catalyseur sur le BTC, peut-être, mais pas grand-chose, si ce n'est d'attendre un retour sur la bande basse pour essayer de trouver des achats, et puis vite mettre son stop à break-even, et puis espérer cette fameuse, en tout cas, ce qui reste mon scénario, une reprise en U de l'actif. Peut-être d'ici la fin de l'été, je ne sais pas, ce range peut encore durer quelques temps, hein. Mais on tient, on est sur des niveaux clés, et je ne passe absolument pas vendeur sur le BTC. Pour moi, on est dans une phase de stabilisation, voire même d'accumulation. Et donc derrière, c'est la sortie de ce range qui devrait donner le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Donc, effectivement, essayer d'accumuler sur la bande basse et de se dire que la deuxième phase de bull run sera donnée à la cassure des 40 800 pour potentiellement une reprise en U. Voilà le scénario que j'ai sur le
Bitcoin. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés et on se retrouve donc demain pour faire un nouveau point sur la planète finance.